Bonjour et bienvenue à Studio Libre en ce jeudi 1er février. Aujourd'hui, on parle musique avec la chanteuse Zoulou et on parle prévention avec l'agent Patrick Kenny. Bienvenue à Studio Libre. D'habitude, quand je parle avec mon prochain invité, c'est que les choses sont déjà arrivées. Malgré qu'aujourd'hui, on va faire le contraire, on va parler de prévention avec l'agent Patrick Kenny, agent aux communications de la police de Gatineau. Merci beaucoup d'être avec nous, agent Kenny. Bien, merci de l'invitation. C'est aujourd'hui une campagne qui se passe depuis le 15 janvier et qui va se dérouler jusqu'au 15 février sur un mois. Et vous visitez essentiellement les établissements licenciés pour parler de prévention en termes de, ce qu'on peut dire, de drogage de verre, là, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Pour prévenir, justement, et puis rappeler aux gens aussi que, avec la pandémie, on s'est un petit peu en allé des bars, les restaurants fermés, mais là, ça revient et, justement, il peut y avoir des gens mal intentionnés qui veulent mettre un petit supplément dans notre verre à notre insu, évidemment. Exactement. On parle d'intoxication involontaire. Donc, on parle d'un programme qui a été créé par le gouvernement du Canada et le SPVG. Bien, on s'arrime avec le gouvernement. Je vous ai dit le gouvernement du Canada, je parle du gouvernement du Québec, je m'excuse. Et donc, nous nous arrimons avec les politiques. Puis, le SPVG a mis en place des mesures dont vous en avez parlé. La visite des bars, aller sensibiliser les tenanciers ainsi que les clients des bars. Quand on parle d'intoxication involontaire, on va souvent penser à la drogue du viol, le GHB. Oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est une des plus de 200 drogues qui peut être analysée là, au niveau des analyses toxicologiques. Ça devient quand même très, très, difficile de détecter toutes ces drogues-là. Bien, vous voyez, il y a quand même 3 critères à respecter lorsque les gens pensent avoir été victimes d'une intoxication involontaire. Donc, on parle d'un délai de 48 heures. Okay. Idéalement, on parle de 48 heures avant que tout notre organisme se soit, mettons, débarrassé des toxines. Mais le GHB, qui est comme une des drogues la plus connue et une probablement de prédilection également, qui est également connue sous le nom de la drogue du viol. Pas pour rien. Elle, par contre, elle est présente dans l'organisme là, pour une période d'environ 10 à 12 heures. Donc, il faut être rapide. Là. La fenêtre de 48 heures est assez importante. Évidemment, ça prend le consentement de la victime, donc pour porter plainte puis tout ça. Donc, le SPVG, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un accompagnement et des ressources aux victimes. Et il y a un 3e critère qui m'échappe, mais il va me revenir en jasant. Je pense que c'est à propos des agressions sexuelles. S'il y a eu une agression sexuelle, si j'avais lu dans le communiqué, exactement. Eh bien là, ça tombe sous un autre protocole, finalement. Bien, c'est un protocole qui était déjà existant. Donc, ouais, les hôpitaux qui vont accueillir les gens qui ont été victimes d'une agression sexuelle, on parle de l'urgence de Gatineau et de l'urgence de Papineau, donc l'hôpital de Buckingham. Ça devient spécial de penser, justement, quand on sort, on pense avoir du plaisir, mais il faut penser aussi que, principalement, il faut surveiller son verre et le surveiller beaucoup plus qu'on peut penser, là, parce que c'est vite, là, ça se fait très, très rapidement quand on veut intoxiquer un verre. Oui, exactement. Donc, il y a des messages de prévention, puis on les martèle, je pense, depuis longtemps, mais il n'y a rien comme répéter pour essayer de créer des bons ancrages. Donc, on parle évidemment, lorsqu'on va à la salle de bain, qu'on a laissé notre verre sans surveillance, bien, quand on revient, on ne le prend pas. S'il y a quelqu'un qui touche à notre verre, on ne le prend pas. S'il y a quelqu'un qui veut nous faire goûter à sa boisson, on y goûte pas. On ne prend pas de chance. On essaie de sortir avec des gens de confiance. On observe le comportement de nos amis à qui on a confiance et également, on demande à nos amis de garder un œil sur nous également. On essaie de quitter dans les mesures du possible avec le même groupe avec lequel on est arrivé. Donc, on se crée une entente là, entre amis. Oui, très important. Et puis, ça m'est arrivé à une certaine époque où je sortais un petit peu plus de dire, puis de regarder le comportement parce que j'avais été sensibilisé. Et justement, un changement de comportement
d'une personne, notamment d'une fille que j'accompagnais. Et puis, j'ai fait non, là, tu t'en reviens, c'est le temps. Parce que là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Parce qu'un changement de comportement drastique, ça peut être un signe, justement, du GHB, là, comme ça, là, la personne focus sur une autre personne et compagnie. Donc, je me suis dit, oh, toi, tu t'en reviens avec moi. J'étais le conducteur désigné. Et puis, ça m'a très vite. Donc, cet événement-là m'a conscientisé encore plus que ça peut être très rapide et souvent, les gens mal intentionnés, c'est pas écrit dans leur front non plus. Là. Non plus. Vous avez donné 2 exemples clés, puis je les aime beaucoup, puis j'aimerais ça mettre de l'emphase dessus. On parle de conducteur désigné. Mm-hmm. Ça veut dire que cette personne-là ne prend pas d'alcool. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là n'est pas à l'abri d'être une victime d'une intoxication involontaire, puisque un verre d'eau, ça peut être disponible pour mettre des substances dedans. Effectivement. Donc, un changement drastique également dans le comportement. Donc, un état d'intoxication exagéré, ça peut être des bons signes. Donc, c'est les signes qu'on doit regarder entre amis, chez nos amis, pour les protéger. Vous avez eu un excellent réflexe. Oui. Puis, c'était un peu le réflexe, on sortait à Montréal. Donc, dans le temps aussi où on en parlait beaucoup, dans ces années-là, où on commençait à en parler, je parle du début des années 2000, ça avait été vraiment une campagne qui disait hey, faites attention parce que là, ces drogues-là arrivent sur le marché, sont difficilement détectables au goût. Là. Souvent, surtout quand on en a pris quelques-uns, ça va bien, ça rentre bien comme on dit, mais ça peut être assez difficile de même soi-même. Puis une fois qu'on en a pris un peu, souvent l'effet peut être assez catastrophique, même si on n'a pas fini le verre. Là. Parce qu'on parle de perte de mémoire, il y a plein de... Moi, ce que je vous dis, les symptômes que les gens, puis souvent le lendemain, on ne se souvient pas de ce qui s'est produit non plus. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait un... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Une initiative d'offrir un soutien aux personnes qui ont été victimes d'intoxication involontaire, mais qui n'ont pas été agressées ou qui n'ont pas le doute d'avoir été agressées sexuellement. Étant donné que ça, c'est une trajectoire différente, mais on ne voulait pas non plus laisser à eux-mêmes les gens qui avaient possiblement été intoxiqués à leur insu, mais qui ne s'étaient rien produit. C'est pas correct. C'est tout aussi grave. C'est tout aussi grave. Les séquelles psychologiques que ces gens-là peuvent subir suite à ça, qu'est-ce qui s'est produit pendant cette période-là où peur, les gens... anxiété et compagnie, là, ça rentre là-dedans. C'est un trou de mémoire où on n'est pas capable de remplir de l'information, donc ça peut être paniquant pour ces gens-là. Puis c'est la raison pour laquelle on vient de l'avant, on offre des ressources, et puis on demande aux gens, évidemment, de s'impliquer et on va les appuyer. Là. Et aussi, pour les services de police, de savoir combien, s'il y a une prévalence plutôt ici ou là, de telle drogue, pour vous, ça peut vous aider à intervenir, j'imagine, puis à avoir des interventions ciblées pour voir que, il y a une tendance lourde qui s'en va vers tel type de drogue. J'imagine que pour vous, le plus de données que vous avez, le mieux c'est pour intervenir. Les analyses criminologiques guident beaucoup les interventions policières et de la criminalité émergente. Donc, on est en mesure de pouvoir s'adapter là, au mouvement de la société, effectivement. Et si les gens veulent avoir ces fameuses ressources, comment ça fonctionne? On se présente dans un poste de police, on appelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Les trousses toxicologiques sont disponibles dans toutes les urgences de la province du Québec. Donc, sur le grand territoire de la Gatineau, on parle de l'hôpital de Hull, l'hôpital de Gatineau et l'hôpital Papineau dans le secteur Buckingham. Les gens peuvent se présenter au poste de police. On va les accompagner à l'hôpital. Lorsque les gens arrivent à l'hôpital, c'est important au triage d'aviser le personnel soignant de la raison exacte pour laquelle on se trouve sur les lieux. Donc, j'ai été drogué à mon insu. Et à ce moment-là, avec l'accord de la personne, le service hospitalier va communiquer avec le service de police et le dossier va se mettre en branle. Les analyses toxicologiques, c'est envoyé en analyse. Donc, on parle d'une trousse urinaire. Donc, c'est pas sorcier. C'est pas des prises de sang, puis c'est moins intrusif là, que ce qu'on pourrait penser. Donc, c'est une analyse urinaire qui est envoyée. Et puis, les retours toxicologiques, entre le moment où le SPVG va recevoir les résultats, on travaille
toujours avec la victime et le service de police ne prendra pas d'initiative sans l'accord de la victime. Ah, OK. Donc, c'est important quand on a un doute même, je pense qu'on a possiblement été drogué, de contacter le service de police pour faire l'analyse. J'imagine, si ça revient négatif, ouf, mais si ça revient positif, ben là, il peut avoir quand même des procédures qui peuvent s'entamer. Puis comme je disais plus tôt, ben pour vous, ça vous fait malheureusement, j'allais dire, des données sur des tendances, mais il ne faut pas se voiler le visage et dire « Ah non, ça n'existe pas », ça existe. Là. Exactement. Et autant chez les hommes que chez les femmes, parce que je peux vous rappeler des communiqués que le SPVG a sortis dans des sites de rencontres où il y avait des hommes qui rencontraient des hommes. Et là, on parle évidemment d'agression sexuelle dans certains dossiers, mais il y a eu des intoxications involontaires dans ces cas-là également. Donc, c'est pas un crime qui est ciblé spécifiquement vers les femmes, là. C'est à l'ensemble de la population. Oui, il faut faire très attention, encore une fois. Ben, merci de faire de la prévention et puis de venir nous en parler. On parlait d'un autre sujet aussi, encore un peu de prévention. On a eu la semaine dernière un épisode de verglas qui nous a laissé quand même quelques millimètres et ça peut être très dangereux. Et ça peut être aussi autant pour les piétons que les automobilistes. Donc, il y a quand même eu une prévalence d'accidents. Là. Le SPVG a dénombré là, une vingtaine de collisions impliquant des sorties de route en lien avec les conditions routières là, du verglas que nous avons obtenu le 24 janvier dernier. Puis, heureusement, dans un seul cas de cette vingtaine de collisions-là, il y a eu un accident avec blessé seulement. Donc, au moment où les policiers sont intervenus, il y a eu des transports à l'hôpital, là, mais on parlait de blessures mineures à ce moment-là. C'est quand même plus de peur que de mal, si on peut dire. C'est du métal, ça se remplace, mais des vies... Il faut faire attention, exactement. Il faut adapter sa conduite. Là, je vais répéter un petit peu ce que je disais un peu plus tôt, mais plus on répète les consignes, plus les gens développent des bons réflexes. Donc, on garde ses distances. Dans le cas où il y a du verglas, il y a une coquille qui se forme sur notre véhicule. Donc, c'est important de casser un petit peu cette glace-là puis essayer d'enlever les plus gros morceaux parce que lorsqu'on circule sur la route, ces morceaux-là, quand ils volent au vent, ça peut tomber dans des pare-brises, ça peut causer des accidents, ça peut causer des blessures. Donc, on s'assure de bien dégager nos véhicules également. Évidemment, ça vaut aussi autant pour les véhicules lourds qui sont obligés de par la loi que par les voitures normales. Exactement. Parce que vous pouvez intervenir. Justement, on parle souvent d'igloo mobile, mais quand c'est une glace mobile, aussi, vous pouvez intervenir. Là. Exactement. Donc, les conducteurs, les propriétaires de véhicules sont responsables des pièces qui se détachent de leur véhicule, y compris de la glace, de la neige. Peu importe c'est quoi le débris. Et au niveau des piétons, j'imagine aussi, j'ai une tendance à le faire, ça c'est vraiment personnel, mais quand je suis piéton et que j'arrive à une intersection, un feu de circulation, peu importe, surtout en hiver, j'ai tendance à attendre que tout le monde soit arrêté avant de m'engager, même si j'ai la lumière pour le faire. J'imagine que c'est une bonne pratique, justement, de se faire voir aussi. Monsieur Caron, je vous dirais que c'est la pratique. On a fait une capsule humoristique, parce que piétons, cyclistes, automobilistes, ça soulève des passions. On ne se le cachera pas. Évidemment. Tout le monde a son grain de sel à dire. Chacun veut sa part du gâteau. Chacun veut sa part du gâteau. Bon. Le SPVG, on essaie de demeurer neutre dans tout ça. Puis, nous, ce qu'on privilégie à une intersection, que vous soyez entre automobilistes, cyclistes automobilistes, cyclistes piétons, piéton, automobiliste, cycliste, c'est, puis je vais le dire en anglais, le eye contact. Donc, on regarde la personne et on acquiesce qu'on a compris le message qu'il nous laisse passer. Que ce soit le piéton qui laisse passer le véhicule qui laisse passer le piéton. La communication, c'est la clé du succès. Vous avez un excellent réflexe en attendant de voir si tout le monde s'est arrêté et de vous assurer... Une petite anecdote. Oui. Quand je circule, ce que j'ai remarqué, il y a plusieurs piétons qui sont extrêmement visibles. On vend toutes sortes de bidules maintenant. Donc, puis je peux voir les gens là, qui se promènent avec des bandeaux autour de la taille, des manches avec toutes sortes de lumières qui...
quand on parle de s'assurer d'être vu, là, je pense qu'il y a quelques personnes à Gatineau là, qui passent pas inaperçues lorsqu'ils sont piétons, puis je pense que c'est vraiment des exemples à suivre. Puis même à des vitesses qui sont plutôt basses, même à 10 km/h, ça fait mal un véhicule, surtout quand on est piéton. Une autre pratique que j'ai quand je suis automobiliste, eh bien, c'est quand un piéton passe devant ma voiture, je m'assure qu'il soit rendu l'autre côté de la rue. Bon, je me peut-être klaxonner et haïr par les autres automobilistes, mais parce que je me dis souvent, si la personne change d'idée en plein milieu, ou, exemple donné, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Ah, ben finalement, moi, je vais y aller aussi. » Donc, ce temps-là me permet de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut traverser en même temps, vu que j'ai laissé la place au premier piéton. Donc, j'imagine, oui, ça prend un peu plus de temps, mais ça doit être quand même, j'imagine, une bonne pratique. Bien, en fait, l'infraction au code de la sécurité routière en lien avec les traverses piétonnières, c'est à partir du moment où un piéton est engagé dans la traverse et qu'un automobiliste passe, c'est une infraction. Donc, ce que vous faites, dans le fond, c'est que vous attendez que le piéton ne soit plus engagé dans la traverse piétonnière avant de passer. Ça devrait être la pratique courante. Ben, merci beaucoup à Jean-Patrick Kenny. C'est toujours un plaisir de se rencontrer, justement pour faire de la prévention, parce que quand on se rencontre, puis il y a eu des événements tristes, comme la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est toujours un plaisir de pouvoir se parler avec le sourire. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour la tribune. Ma prochaine invitée sera en spectacle avec son band Zulu et les Seaweeds le 10 février prochain au Carrefour culturel Estacade. On la rencontre, la chanteuse Zulu. Bienvenue sur Studio Libre. Hey, merci de me recevoir, c'est super gentil. Donc, Zulu and the Seaweeds, ça part d'où? Parce que, à ce que j'ai lu, c'est du blues mélangé avec de l'influence africaine. On pense naturellement au blues américain, mais comment est-ce qu'on inclut cette culture africaine-là? Ben, en fait, j'ai toujours été une chanteuse de blues. Ça fait déjà 36 ans que je parcours les scènes un peu partout dans le monde avec ma musique. Mais ça vient d'un voyage que j'ai fait en 2019 au Sénégal. Je suis allée visiter mon fils qui habitait là-bas. Et mon fils qui est aussi musicien, ethnomusicologue en fait. Et on est allé voir plein de groupes, de chorales, un paquet de différentes musiques. Et également, je suis allée voir à Dakar la porte des négriers, en fait, la porte où les esclaves marchaient et choisissaient ou d'embarquer dans le bateau ou de sauter en bas pour perdre la vie. Ça m'a donné le goût de faire un voyage ou d'apporter un peu ma musique dans ce voyage-là de l'Afrique noire au Mississippi ou jusqu'à la Nouvelle-Orléans, que j'adore aussi. Donc, c'est un mélange, c'est un voyage, en fait. C'est un voyage que prend ma musique de l'Afrique noire jusqu'aux États-Unis. Et le nom Zulu, ça vient d'où? Parce que là, c'est Zulu et les Seaweeds. Donc, Zulu, bien sûr, c'est toi? Oui. C'est un nom qui vient d'où? Parce que, bon, un surnom, quelque chose, comment ça a commencé, le nom Zulu? C'est drôle que tu le demandes parce que quand j'ai commencé à chanter à l'âge d'une dizaine d'années, j'ai toujours eu cette grosse voix-là et cette grosse voix puissante-là. Et mes amis disaient que je chantais comme une Big Mama de la tribu des Zoulous. Et un jour, on cherchait un nom de band et comme c'est moi qui composais toute la musique pour le band, ben on a donné le nom Zulu en fait, à notre groupe. Et ça m'est collé à la peau. Et depuis ce temps-là, je m'appelle Zulu et tout le monde m'appelle comme ça. Puis, un petit peu plus tard, en fait, j'ai découvert que c'était vaudou et ça veut dire qui vient des racines. Et comme le blues provient des racines, je trouvais que c'était tellement adéquat. Je trouvais que ça faisait juste boucler ma petite boucle d'artiste. Puis, c'est encore là aujourd'hui. Et l'autre, c'est les Seaweeds. Comment on peut dire, bon, seaweeds en anglais, en français, ça veut dire algues. Ouais. Donc, comment on a trouvé les autres pour les gars qui sont contents de s'appeler seaweeds? Ben, en fait, on essayait, parce que j'ai eu le Zulu et son blues band, j'ai été Zulu tout seul avec une gang de pigistes, Puis sur ce projet-là, comme il est tellement différent, on a voulu en fait donner une petite connotation particulière, refaire le brand et aussi refaire le nom et s'approprier un peu tout le kit dans une nouvelle formule ou dans un nouveau format.
On cherchait un nom et puis finalement, on se disait, mais comment on pourrait comme intégrer ce voyage-là qu'on fait de l'Afrique noire jusqu'aux États-Unis? Et puis là, ben, on a brainstormé avec des firmes de mise en marché, tout ça. Et on voulait pas quelque chose comme de traditionnel. Fait que le mot seaweed est sorti parce que à l'époque, les bateaux qui revenaient de la mer, tout ça, étaient pactés d'algues et tout ça. Évidemment. Et c'est un peu ce qu'on traîne dans notre voyage, nous, de l'Afrique jusqu'ici et jusqu'aux États-Unis. Mais finalement, on a décidé que c'était Zulu et les Seaweeds et que les boys seraient nos petites algues pour ce grand voyage-là. Quand on parle d'albums, ben, il y en a 2 ici. Donc, on a Zulu Blues Band, comme on l'a nommé, et aussi un hommage à Janis Joplin. Et c'est drôle parce que, bon, Janis Joplin, on s'entend qu'elle a eu une vie courte, mais une influence quand même assez importante. Pourquoi avoir décidé de couvrir Janis Joplin plutôt que, bon, je pense à Aretha Franklin, par exemple. Pourquoi Janis Joplin en particulier? Ben en fait, je voulais pas faire ce projet-là. C'est Warner, États-Unis, qui ont cogné à ma porte un jour pour me dire « Tu chantes comme Janis » et pour le 40e anniversaire de la mort de Janis, on aimerait ça, faire ce projet-là. Et j'ai tout d'abord dit non. Et ensuite de ça, j'ai encore dit non. Et après, j'ai encore dit non. Ça a pris combien de temps avant de dire oui? 3 fois. Et, troisième prise. À la 3e prise, ils m'ont dit, ben qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ou qu'on te donne pour que tu puisses accepter ce projet-là? Alors, j'ai apporté... je voulais avoir mon réalisateur, je voulais avoir les gens, en fait, de mon équipe à moi avec qui j'étais habituée de travailler. Et finalement, ils ont dit oui. Donc, c'est ce qui explique ce projet-là, qui est, en somme, une super belle carte de visite pour moi à travers le monde, parce qu'il est distribué dans 160 ou 180 pays ou quelque chose comme ça. Wow! Mais c'était à la base un projet que je voulais pas faire parce que je voulais pas qu'on me colle Janis Joplin à la peau pour le restant de mes jours. C'est souvent ça qui arrive avec des artistes qui vont commencer à faire... Bon, j'avais en tête Brigitte Boisjoli qui avait fait Patsy Cline. Oui. Et puis, bon, ça y collait un peu à la peau, est allé vers quelque chose d'autre ailleurs. Puis c'est aussi difficile de dire, bon, comme on dit, je veux pas être catalogué dans ça. Quand on rentre dans un certain... Je pense notamment au country. Quand on se lance, mettons, pour notre premier album en country, ben on est tagué country. Ouais. Donc, surtout quand on s'attaque à un monstre de la musique comme ça, un classique entre les classiques, c'est quand même... ça peut être, je dirais, déroutant, mais pour une carrière, là. Ben oui, puis c'est aussi super dangereux pour une carrière parce que c'est soit que ça passe ou soit que ça casse. Dans mon cas, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. J'ai quand même fait 3 ans de tournée sur cet album-là. Quand même. 100 quelques concerts qui m'ont apporté un peu partout à travers le monde aussi. Puis, mais il me colle encore à la peau et il est vraiment pas rare que dans une soirée où je fais un concert, qu'on me demande 2 fois Bobby McGee. Oh, 2 fois? Pour être un ancien DJ, c'est la pire des choses qu'on peut faire passer la même chanson 2 fois dans une même soirée. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le beau de la chose quand on est tellement sur l'interprétation et que les gens en veulent encore. D'ailleurs, le spectacle du 10 février, ça va ressembler à quoi? Bien, tout d'abord, c'est un souper-spectacle. Effectivement. Et c'est en salle. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le Carrefour Estacade, c'est une belle salle. Toutefois, on va être un petit peu, je pense qu'ils appellent ça le foyer, où on met des rideaux partout. Il y a des belles petites tables. C'est très romantique. Hein, c'est pour la Saint-Valentin. Évidemment. Et en fait, on va faire le tour de tous mes albums et on va, parce que on en a montré 2 tout à l'heure, mais il y en a un autre qui est en back order que j'ai pas encore reçu. Je devrais le recevoir pour le 10. Mais on va faire le tour à peu près de tous mes albums et on va aussi dévoiler certaines chansons du nouvel album qui s'en vient. Et ça va être le premier concert également avec les Seaweeds, avec Bob Carson à la guitare, avec Rick Picard au drum et avec Pat Collé à la basse. Donc, on va lancer ça en grande pompe, cette tournée-là, qui va nous amener un petit peu partout, d'ailleurs, à travers le monde, là, dans la prochaine année.
C'est incroyable et aussi, bon, c'est loin, ben, j'allais dire loin, mais pas tellement loin de ce que tu fais, bon, dans la vie aussi, à part la musique. Tu es galériste à la Galerie W à Gatineau. Oui. Puis je me demandais, en faisant l'entrevue, en préparant l'entrevue, je me demandais, on sait que les artistes vont s'inspirer de choses qui les entourent. Bon, on parlait tantôt du vent, on parlait de la végétation qu'on peut voir et compagnie. Est-ce que, en étant dans une galerie d'art, ça t'inspire aussi parfois juste en regardant quelque chose, une nouvelle œuvre ou même une œuvre qu'on voit d'un autre angle, puis on se dit « Ah, ça me fait penser à telle chose ». Est-ce que ton emploi de jour te sert à ton emploi de soir, finalement? Ben absolument, parce que, tu sais, je pense que les artistes, on se nourrit et de l'art et de la culture et aussi des gens. Dans mon cas, je me nourris autant des œuvres d'art que je côtoie tous les jours que des artistes qui les produisent. Et effectivement, j'ai composé quelques chansons suite à des rencontres d'artistes ou même des œuvres. Et je pense aussi que ça me permet de garder un certain équilibre et une certaine stabilité d'esprit. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais que faire de la musique et que toujours être sur la route ou toujours être entre deux tests de son, ça me rendrait dingue, je pense, à 53 ans de toujours être en train de faire ça. Fait que je pense que ça me crée un équilibre qui est assez sain, de côtoyer des gens extraordinaires, de côtoyer de l'art sublime et de composer la musique et de faire de la tournée. Je pense que c'est un petit peu de tout. Ce que moi, j'ai besoin, du moins dans mon petit jardin. Certaines variétés, là, à un moment donné, pour faire pousser ça comme il faut, puis pour que je sois contente, satisfaite et pas blasée dans tout ce que je fais. Effectivement. Ben, on te souhaite à toi et ton band d'avoir un super concert. Très, très belle idée du blues pour la Saint-Valentin. Il me semble que c'est une chanson, c'est des chansons, c'est un style de musique qui amène justement au romantisme. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me touche en particulier, le blues. Donc, c'est un très beau souper-spectacle. Donc, j'ai vu le menu. Vous pouvez aller le voir sur carrefourculturelestacade.ca pour avoir les billets. Merci beaucoup, Zulu, d'avoir été avec nous. Hey, merci beaucoup à toi. Immense merci d'avoir été parmi nous pour cette édition du jeudi 1er février de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, l'agent Patrick Kenny ainsi que la chanteuse Zulu. Et donc, toutes nos émissions seront sur notre chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez aller faire un petit tour, vous abonner, ainsi que notre page Facebook pour nous suivre au quotidien. Merci d'avoir été là encore une fois et on se revoit mardi prochain pour un autre Studio Libre.